Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se plonger ensemble dans le chapitre 12 du dernier jour d'un condamné. C'est un chapitre absolument clé, un moment où Victor Hugo nous fait littéralement basculer avec son narrateur au bord de la folie. Un voyage terrifiant au cœur de l'agonie psychologique, celle-là même que l'auteur voulait dénoncer. Rien qu'avec cette phrase, on y est. On sent l'air qui manque, l'atmosphère étouffante de la cellule. Le narrateur, il n'est plus seul. Pas du tout. C'est comme s'il était submergé, hanté par le poids de tous les fantômes qui sont passés avant lui, sur cette même pierre froide. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le narrateur commence par inspecter son cachot. Et là, il fait une découverte assez incroyable. Les murs, ce ne sont pas juste des murs, non. C'est un véritable livre d'histoire, une chronique macabre gravée à même la pierre par ceux qui l'ont précédé. Et ce qui est absolument fou, c'est que ces noms, ils ne sortent pas de l'imagination de Victor Hugo. Pas du tout. Ce sont de vrais criminels de l'époque, ce qui ancre le récit dans une réalité terrifiante. On a Dautan, qui a tué son propre frère, Poulain, sa femme, Jean Martin, son père. Imaginez un peu le choc. Ce ne sont plus de simples noms sur un mur, ce sont des spectres bien réels qui se pressent autour de lui. Et c'est là que tout bascule vraiment. La prise de conscience est... terrible. Il réalise qu'il n'est pas unique. Il n'est qu'un maillon de plus dans cette chaîne sans fin de condamnés. Il utilise une expression glaçante, il dit que la place était encore chaude, laissée par celui d'avant et qu'il la laissera bientôt à celui d'après. C'est l'idée d'un héritage morbide. Maintenant, voyons comment cette prise de conscience va complètement faire vriller son état mental. C'est une véritable escalade. On va suivre ce parcours, cette descente, qui part d'une simple curiosité pour finir en terreur absolue, en terreur fiévreuse. C'est vraiment une descente aux enfers psychologiques, et elle est fulgurante. Au début, il y a de la curiosité, on dirait presque un archéologue qui découvre des vestiges. Mais très vite, ça se transforme. Arrive ce fameux frisson de fièvre. C'est le moment où il comprend. Il comprend qu'il fait partie de cette lignée maudite. Et de là, tout s'enchaîne. L'horreur totale, et enfin la panique, l'hallucination. C'est le cachot lui-même qui devient son bourreau. Et ça nous amène au cœur du conflit, de ce chapitre, un conflit vraiment fascinant. Parce que le narrateur, il se décrit comme quelqu'un de rationnel, un esprit moderne. Et pourtant, le voilà complètement submergé par une vision d'horreur pure. C'est tout le paradoxe, et c'est ce qui va le ronger. Ce contraste est saisissant. D'un côté, on a l'homme de raison qui nous dit noir sur blanc « Je ne suis ni visionnaire, ni superstitieux ». Et de l'autre, bam, une vision de décapités qui se baladent avec leur tête sous le bras. C'est la démonstration parfaite par Hugo que la torture psychologique de l'attente peut faire voler en éclats n'importe quel esprit, même le plus cartésien. La réalité elle-même se fissure. Alors, comment Hugo arrive-t-il à nous faire ressentir cette montée en puissance ? Il utilise un outil littéraire super efficace, la gradation. En gros, c'est comme monter un escalier de l'angoisse. On accumule des termes, des sensations de plus en plus forts, de plus en plus intenses, et ça mime parfaitement la panique qui s'empare du narrateur. Et Hugo, c'est un maître en la matière. L'horreur, elle attaque d'abord les oreilles, un tintement de plus en plus précipité. Ensuite les yeux, une lueur rousse. Et pour finir, elle envahit tout. L'espace devient plein. Le cachot était plein d'hommes. On sent littéralement les sens du narrateur qui saturent, qui sont sur le point d'exploser. Et là, on atteint le sommet, le point culminant de son tourment. Il le dit lui-même, il ne sait plus rêve, vision ou réalité. La frontière a disparu. C'est fini, il ne peut plus faire les différences. Son esprit, poussé dans ses derniers retranchements, a tout simplement fabriqué sa propre réalité. Une réalité terrifiante. Et alors qu'il est là, vraiment au bord du gouffre, prêt à sombrer dans la folie, quelque chose se passe. Un truc totalement inattendu qui va le ramener sur Terre, mais d'une façon hyper brutale. Et ce n'est pas un gardien, non, c'est bien plus petit, bien plus trivial que ça. Un ventre froid et des pattes velues. La description est géniale de simplicité. C'est physique, c'est concret, c'est presque dégoûtant. C'est le contact de cette araignée qui se promène sur son coup de pied. Et cette sensation, elle est tellement réelle, tellement ancrée dans le physique, qu'elle pulvérise en un instant toute l'horreur de son hallucination. Ce moment est absolument crucial. Il nous montre quoi ? Qu'une petite bête bien vivante, à un contact physique tout bête, peut avoir plus de force que tous les fantômes de l'esprit. C'est ça qui le sauve. C'est son fil d'Ariane, ce qui le tire hors du labyrinthe de sa propre folie. Et sa conclusion, une fois le calme revenu, elle est sans appel. La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans. C'est une phrase froide, logique. C'est sa manière de se raccrocher à la raison. Les morts restent à leur place, point final. Il reprend le contrôle, en quelque sorte. Il referme violemment la porte qu'il venait d'ouvrir sur la foule. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on retient ? D'abord, que la cellule n'est pas qu'un décor, c'est un personnage vivant, imprégné de souffrance. Ensuite, qu'un esprit, même le plus rationnel, est incroyablement fragile.
Hugo joue avec les frontières entre réel et cauchemar. Et enfin que parfois, la chose la plus simple peut devenir une véritable bouée de sauvetage. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, qui est vraiment le cœur du combat de Victor Hugo dans ce roman. Est-ce que la pire des tortures, c'est la torture du corps ou celle de l'esprit? La vraie barbarie, au fond, n'est-elle pas cette destruction psychologique lente, insidieuse, qui précède l'exécution? C'est une question qui résonne, qui reste avec nous bien longtemps après avoir terminé la lecture.